Véritable problème de santé publique en République du Congo, le paludisme reste et demeure la première cause de consultation et d'hospitalisation. En raison de la gravité de ses conséquences sur la grossesse, la femme enceinte mérite une attention particulière. Pour une meilleure prévention, Urgence Santé fait le point sur le paludisme et grossesse avec son invité Dominique Kinwani, sage-femme en fonction à l'hôpital de référence de Tchétché, communément appelé Congo-Malais. Bonsoir et bienvenue à l'émission Urgence Santé. Dominique Kinwani, bonsoir et bienvenue à l'émission Urgence Santé. Bonsoir. Vous êtes sage-femme en fonction à l'hôpital de référence de Tchétché, c'est bien cela? Bien sûr. Alors, comment ça se passe au niveau de l'hôpital? Eh bien que, merci d'abord, à l'hôpital de référence de Tchétché, on se sent mieux, on est bien, on est chez soi. Et d'ailleurs, je peux dire que ça se passe bien, tout va bien. Comme d'habitude. Au niveau du bloc d'accouchement, en tout cas, au niveau du bloc ça se passe bien, beaucoup d'accouchés. Pour le bloc d'accouchement, c'est à 100% super. Nous sommes dans une période où déjà les accouchements se passent assez. Donc les statistiques actuelles en parlent. Donc je pense que tout va mieux. Hein. Alors, nous parlons du paludisme et grossesse. Le mot paludisme n'est plus à définir, mais pour mieux se fixer les idées, pouvez-vous rappeler ce que c'est? En gros, le paludisme est d'ailleurs une maladie infectieuse, potentiellement mortelle, et si je peux dire, qui se transmet à l'homme par un moustique du genre Anophèle qui transmet le plasmodium falciparum. Et donc, c'est une maladie très grave qui entraîne à un décès. Alors, si de façon générale, le paludisme se transmet par l'anophèle femelle, et comment se passe la transmission de la mère à l'enfant? Alors, la transmission de la mère à l'enfant se passe, oui, c'est vrai qu'il y a une transmission mère-enfant, mais cela se passe tout simplement par le biais du cordon ombilical. Parce que le cordon ombilical, lui, c'est un transfuseur. C'est un transfuseur et la maman porte le parasite plasmodium. Donc, ça veut dire la transmission de la maman à l'enfant va se faire par le cordon. Ça veut dire que le plasmodium, il traverse au travers, voilà, par le cordon ombilical et arrive chez l'enfant. Exactement, il y a une transmission. Il y a une transmission qui s'éclate au niveau du cordon. Et c'est même par ce canal que les échanges fœto-maternels se font, donc de la mère à l'enfant, parce que tout ce que la maman reçoit, c'est par le cordon que le fœtus aussi reçoit. Donc, c'est par ce canal-là que... Donc, si je vous comprends bien, sage Dominique, une femme qui est atteinte du paludisme peut donner naissance à un enfant atteint du paludisme? Pas totalement. Pour des bonnes raisons, actuellement, nous n'avons pas vraiment des recommandations qui nous confirment que le nouveau-né peut naître avec un paludisme. Mais par contre, on peut parler d'une infection néonatale du paludisme qui est transmis par la mère. Donc, en ce moment, le nouveau-né va présenter des symptômes et là, on va parler d'une transmission du paludisme. Mais ce n'est pas totalement pour le nouveau-né parce que lui, il n'est pas piqué par l'anophèle. Voilà, par l'anophèle femelle. L'anophèle pique la maman et la maman transmet à l'enfant. Alors, comment se manifeste le paludisme chez la femme enceinte? Le paludisme chez la femme enceinte se manifeste, d'ailleurs, nous avons des symptômes, pour ne pas parler, passons à des symptômes concrets. Nous avons des résistances, des fièvres qui se manifestent, il y a l'affaiblissement du corps, il y a la sueur froide, il y a la respiration accélérée de la maman et même... Quand vous parlez de respiration accélérée, vous parlez des palpitations? Des palpitations, oui, mais pas totalement palpitations parce que la respiration et palpitations,
ça sera un peu différent. Il y a une nuance. Il y a une nuance parce que la respiration, c'est le cœur qui bat. Et les palpitations, ça peut être dû à un mal d'estomac. Alors que là, nous sommes dans le paludisme. Dans le paludisme. Oui. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir une respiration accélérée. Et cette respiration peut entraîner à une hypertension artérielle chez la maman. Ça peut entraîner plusieurs causes, plusieurs conséquences. Donc, voilà un peu. Est-ce qu'il peut arriver que la femme ressente les maux de tête? Les maux de tête, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des maux de tête. Il y a des douleurs, des courbatures. Ce sont des symptômes, donc des signes qui montrent que cette femme peut présenter un paludisme. Donc, en ce moment, nous allons parler alors d'une référence, d'un transfert vers un laboratoire pour confirmer, parce que là, poser le c'est diagnostic. juste, voilà, parce que là, nous ne savons pas encore si réellement c'est un paludisme ou c'est une infection urinaire. Nous ne sommes pas encore... Une infection urinaire peut aller jusque-là, jusqu'à causer des maux de tête. Les maux de tête, la fièvre, les courbatures, les douleurs abdominales. Les vomissements aussi? Les vomissements, bien sûr que si. L'infection urinaire aussi en fait partie. Donc, ça veut dire qu'il faut, normalement, pour plus de confirmation, rien que l'état clinique de la patiente, de la femme, nous parle. Et c'est même ça qui va nous pousser vers un bilan de laboratoire, à demander soit un test rapide, soit une goutte épaisse, une numération formule sanguine pour confirmer le taux de plasmodium dans le sang, qui se trouve dans le sang de la maman. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de l'hypertension artérielle. Comment ça se fait d'un simple palu, on passe à l'hypertension artérielle? Le paludisme, il n'est pas simple. On parle de paludisme simple, mais tout paludisme, que ce soit chez la femme enceinte, que ce soit chez une personne normale, est considéré comme paludisme grave. Donc quand il y a persistance, on ne sait pas. Dans le questionnement, dans l'interrogatoire, on ne sait pas si la femme a commencé à constater ces maux de tête il y a longtemps. Les maux de tête, il peut aussi être inclus par une hypertension. Il y a l'augmentation de la pression artérielle. Voilà. Donc, l'augmentation de la pression artérielle, ça peut être dû au stress, de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, et ça fait augmenter la tension. Mais cela ne veut pas dire que la femme est hypertendue. Non, elle n'est pas totalement hypertendue, mais la tension survient juste parce qu'il y a le paludisme qui s'installe. Un facteur de risque qui est là. Alors parlons du nouveau-né. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent présager ou laisser voir un paludisme à la naissance, bien sûr? Bien sûr que si, il y a des signes. Il y a l'hyperthermie. Donc, l'élévation du degré de la température. Déjà au thermomètre, en touchant juste le nouveau-né, vous allez ressentir la peau, elle chauffe. En ce moment, vous allez pousser votre réflexion à mettre un thermomètre et chiffrer. Si vous êtes déjà, pour le nouveau-né, à partir de 37,8 degrés Celsius, on peut parler d'une fièvre, d'une hyperthermie chez le nouveau-né. En ce moment, il faut se rendre envers la sage-femme va envoyer, soit si vous êtes dans le même centre, va référer le nouveau-né vers un service de pédiatrie, soit un service de néonatologie, pour plus de précautions et puis faire des examens de laboratoire pour confirmer réellement le diagnostic du paludisme. Mais je ne suis pas vraiment sûre que pour le nouveau-né, qu'il y ait un paludisme aussitôt. Ça peut être une petite infection qui se transmet de la mère à l'enfant. Voilà. Alors, quels sont les effets, ou si vous voulez, les complications du paludisme chez la femme enceinte? Tout à l'heure, vous avez dit que le paludisme n'est pas simple. Alors, que peut-on noter comme conséquence, comme complication? La complication, nous sommes, si je peux parler des complications, d'ailleurs, il faut rappeler que nous sommes dans un pays, nous sommes dans un pays en voie de développement, nous sommes en Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, déjà, la première cause de décès maternel, c'est quoi? C'est l'anémie. C'est l'anémie. Et qu'est-ce qui cause l'anémie?
Donc la diminution du sang dans l'organisme. Des globules rouges. Des globules rouges. Qui s'éclatent. Ce sont des globules rouges qui s'éclatent, qui provoquent une anémie et un paludisme, et l'anémie s'installe. L'anémie s'installe, il y a diminution d'hémoglobine, oui, il y a diminution d'hémoglobine dans le sang de la maman et le sang diminue. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer. Puisque la femme est enceinte, elle ne peut pas rester avec une anémie, parce que l'anémie, c'est un critère qui est très, très, très dangereux, qui peut en 2 secondes emporter et la mère et l'enfant. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter du renfort à la maman, parce qu'il y a 2 vies qui sont là. Donc, dans les 2 vies, l'enfant a besoin d'un renfort, la maman a besoin d'un renfort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à une transfusion sanguine. Et pour passer à la transfusion sanguine, alors il faut d'abord passer par une numération, formule sanguine, pour essayer de voir le taux d'hémoglobine, les plaquettes, les globules rouges, les globules blancs. En ce moment, on va déceler que c'est réellement une anémie sévère ou une anémie modérée. Mais avec une anémie modérée, on peut le traiter sans transfusion. Modérée, on peut le traiter sans transfusion. Juste par des sirops, des médicaments, des comprimés. Ça dépendra du processus où... le processus, ça sera trop faible, mais ça dépendra du protocole du service. Le protocole, s'il dit qu'il faut passer par un sirop, par un anti-hématique en perf, parce qu'il y en a plusieurs, en injectable, ça dépendra du protocole du service. Maintenant, si nous passons par la phase d'anémie sévère, en ce moment, c'est carrément une transfusion. Une transfusion sanguine. Donc voilà. Ce sont des complications, des causes vraiment ici en Afrique, et qui peut entraîner facilement un décès maternel, un mort fœtal. À la naissance, vous allez constater, si et seulement si la maman arrive jusqu'à terme, vous allez constater un faible poids à la naissance du nouveau-né. Vous allez constater un retard de croissance. Vous allez constater... On parle des prématurés. L'accouchement prématuré. Vous allez constater qu'il y a des avortements qui se font avant le terme. Donc en ce moment, on va parler d'une fausse couche. Oui, il y a des fausses couches qui sont dues à cause du paludisme. Donc il y a des fausses couches, il y a des naissances prématurées, des retards de croissance, le retard de croissance, le faible poids, le risque du faible poids à la naissance, et puis il y a le décès maternel et puis le mort fœtal, qui peut être entraîné par le paludisme. Il n'y a que par le paludisme. Et donc c'est à tort qu'on néglige cette maladie, parce que vous avez des personnes qui vous diront c'est juste le palu, et quand survient la mort, vous avez des expressions du genre juste le palu, elle est partie juste à cause du palu. Oui, c'est une expression parce que nous sommes en Afrique, parce qu'ici c'est le paludisme. C'est le paludisme, nous sommes en Afrique subsaharienne, comme je venais de dire, c'est le paludisme. Mais les gens négligent tellement que ils arrivent à un stade où, quand ça s'avère, alors c'est trop tard. C'est trop tard. Alors qu'il faut réagir. Quand nous avons parlé des symptômes, parce qu'on ne peut pas passer à une confirmation du paludisme sans pourtant parler des symptômes. Vous constatez qu'il y a une fièvre. La fièvre, déjà, quand ça persiste, vous êtes à 38, vous prenez des calmants. Vous dites que bon, c'est un paludisme simple, bon, ça va passer. Mais alors que le paludisme, lui, il est plus intelligent que vous. Il fait quoi? Il vous réduit le taux d'hémoglobine. Et après, quand vous arrivez à l'hôpital, ça s'avère. Vous ne vous rendez pas compte. Donc, le peuple, en fait, est en manque de connaissances. Comme on se dit, ben, c'est le palu, je vais prendre un médicament quelconque. On passe par l'automédication. Par l'automédication, c'est d'ailleurs très dangereux. Pour la femme enceinte. Surtout de la part des mamans enceintes. Très, très dangereux parce qu'une femme enceinte ne peut pas prendre un médicament sans l'avis de la sage-femme ou du médecin traitant. C'est très dangereux. La sage... Il arrive qu'au milieu de la nuit, qu'on se réveille, qu'on se sente mal à l'aise, et à ce moment-là, vous vous fiez à ce que vous avez à la maison, puisque pour la plupart, il y a des mini-pharmacies à la maison, on a gardé le traitement, je ne sais pas, qu'on avait utilisé avant. On ne peut pas en faire usage? Ah ben oui, pourquoi pas. Mais sauf que le traitement à la maison, tu n'es pas traitant toi-même. Tu n'es pas traitant toi-même. La maison n'est pas un hôpital.
Déjà, le médicament, dès que la femme constate quelque chose, prenons un exemple, elle contacte sa sage-femme au milieu de la nuit. La sage-femme, en tant que connaisseur, elle a étudié, elle maîtrise sa procédure. On demande en première intention de prendre juste le paracétamol. Juste du paracétamol. Juste du paracétamol. Et dès que tu prends le paracétamol, immédiatement, tu dois te rendre à l'hôpital. Parce que c'est à l'hôpital où on trouve la solution. Ce n'est pas au téléphone, ce n'est pas la sage-femme à la maison qui va te donner, non. La sage-femme n'est pas un hôpital. Ta maison aussi n'est pas un hôpital. C'est à l'hôpital qu'on trouve la solution. Donc, les traitements ou les consultations qui se font au téléphone ne sont pas vraiment recommandés. Ce sont des recommandations vraiment très dangereuses. Prenons le cas d'un miroir. Vous vous voyez dans le miroir. Moi, je vous appelle de l'autre côté du mur du miroir. Vous n'allez pas me voir. Mais en face du miroir, vous allez voir qui c'est votre visage que vous allez voir. Vous m'appelez au téléphone, la sage, je fais la fièvre, ça ne va pas. Nanana, mais moi, je ne vous vois pas. Je ne sais pas, est-ce que réellement, c'est une simple fièvre? Est-ce que réellement, il n'y a pas des frissons? Est-ce que réellement, il n'y a pas d'œdème? Il n'y a pas de pâleur d'extrémité, pâleur au niveau des yeux, des conjonctives? Non, moi, je ne vois pas. Je vous propose de prendre un paracétamol pour assouplir, calmer la fièvre, mais cela ne veut pas dire que ça sera un traitement. Et aussitôt, vous rendez à l'hôpital pour faire un bilan de diagnostic. On diagnostique, on confirme que réellement c'est le paludisme. Vous êtes sous traitement. S'il faut vous garder à l'hôpital pour... D'ailleurs, normalement, on doit vous mettre en observation. D'ailleurs, c'est obligatoire. On doit vous mettre pour une femme enceinte parce que le bébé, lui, il a à l'intérieur, il ne parle pas. Il ne parle pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souffrir. Et son parler, ça sera à travers les battements du cœur. Et la sage-femme consultant, quand la malade va arriver, elle va faire quoi? Elle va ausculter. Quand elle ausculte, elle constate qu'il y a battement, accélération et en souffrance. D'ailleurs, on va vous garder à l'hôpital pour suivre le traitement correctement. Et après... vous rentrez chez vous, guéri, sans problème, vous êtes bien portante avec votre bébé. En ce moment, il n'y a pas de souci. Mais au téléphone, je vous assure que c'est très dangereux parce que je ne vois pas, je ne peux pas consulter. Et donc la consultation nécessite la vue. La vue. La consultation, c'est la vue. Vous voyez l'état clinique de la patiente, vous palpez, parce qu'il y a des éléments à suivre. Dans la consultation, il y a des éléments à suivre. Vous voyez l'état clinique, c'est ça qui va vous pousser à des choses comme on vient de dire tout à l'heure. Il y a le bilan, s'il faut demander l'échographie, s'il faut demander quel examen, ça dépendra de la sage-femme. Mais au téléphone, on ne peut pas. Il faut qu'on revienne un tout petit peu sur l'automédication. À quel niveau se situe le risque? Le risque se situe au niveau où vous prenez le médicament sans l'avis de la sage-femme ou soit la sage-femme vous demande de prendre le paracétamol, vous allez prendre l'ampicilline à la place, c'est une automédication déjà. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté. Le problème peut s'avérer pour vous, la mère, et pour le bébé. Et quand vous arrivez à l'hôpital, parfois il y a plus de battement du cœur de l'enfant. En ce moment, vous allez faire quoi? Vous allez dire que la sage-femme a donné. On incrimine les centres hospitaliers, le personnel médical à ce moment-là. Je suis arrivée et on n'a pas pris soin de moi ici, machin. Donc, dans ce cas, on fait quoi? La sage-femme ou le personnel traitant, il fait quoi? Alors, passons au niveau donc du traitement. On parle du traitement curatif, on parle du traitement préventif. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui, il y a une différence, mais pas totalement. Déjà, le traitement préventif, c'est comme le terme le dit. Hein, le terme le dit, il provient la maladie, le paludisme. Autrement appelé malaria. Autrement appelé malaria, il prévient le paludisme. Mais chez la femme enceinte, il y a un traitement préventif intermittent. Donc nous avons le premier trimestre, il y a le premier trimestre, il y a le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Mais c'est à partir du deuxième trimestre que nous donnons déjà le traitement préventif. Il y a la sulfadoxine qui est recommandée, comme on appelle tous les jours le Fansidar, qui est recommandée et qui est renouvelable selon les recommandations de l'OMS. Mais en première intention, de façon systématique?
Oui, c'est systématique. Ben, c'est systématique, mais parfois non, parce qu'il y a des patientes qui arrivent, elle est déjà au 2e trimestre. Ou soit elle vient commencer la pesée au 3e trimestre. Alors, ça ne sera plus un traitement préventif, puisque le traitement préventif peut devenir aussi un traitement curatif. Donc, ça veut dire qu'au 3e trimestre, ça prend 2 rôles. Ça sera et le traitement préventif et le curatif. Voilà, le curatif. Donc, en ce moment, la sulfadoxine va jouer son rôle, mais si les plaquettes sont tellement élevées et que le paludisme confirme réellement, en ce moment, il faut passer par exemple, à la quinine, il y a l'artéméter, l'artémicine qui est recommandée, et puis il y a l'artésunate. L'artésunate, d'ailleurs, dès le 1er trimestre, ça passe. Ça passe à tout âge de la grossesse. Parce que le paludisme, déjà, lui-même, il est considéré comme paludisme grave chez tout le monde. Donc, je pense qu'avec l'artésunate, ça va mieux. Parce qu'actuellement, c'est l'artésunate qui gagne. Alors, il arrive que certaines sages-femmes prescrivent à des femmes enceintes un traitement paludique contre-indiqué par rapport à leur état. Quelles peuvent en être les conséquences? D'abord, il faut savoir si réellement ce sont un traitement qui n'est pas recommandé. Parce que la sage-femme, elle sait, elle a étudié, elle sait qu'au 1er trimestre, je dois donner tel médicament. Au 2e trimestre, je donne tel médicament. Elles sont formées pour ça. Oui, elles sont formées pour ça. Donc, au 3e trimestre, je sais que j'ai ça. Donc, ce sont des cas rares. Ce sont des cas rares du côté de la sage-femme de prescrire un médicament qui n'est pas recommandé pour la femme enceinte. Mais par contre, il peut avoir une erreur de prescription qui sont peut-être dues à un volume de travail. La sage-femme qui travaille tellement, elle a toute une charge des malades au-devant d'elle. Il y a parfois confusion. Et ensuite, le malade, on prescrit, mais il y a aussi un problème au niveau de l'achat. Parce que quand elle va, ça dépend de... Ce n'est pas toutes les pharmacies qui maîtrisent la prescription. Parce que voilà pourquoi eux, ils se réfèrent vers nous. Parce que toi, tu prescris, par exemple, au 1er trimestre, j'ai la quinine 125. Par exemple, j'ai la quinine 125 mg que je prescris à la dame. Elle arrive en pharmacie, on lui donne la quinine 300. Pour le 1er trimestre, on lui donne la quinine 300. Donc, ça veut dire que c'est la pharmacie qui pose problème. Mais il y aura un problème parce que moi, j'ai prescrit la quinine et eux aussi, ils vont donner la quinine. Donc là, il y aura aussi un problème de prescription. Alors que c'est vraiment des cas... Au niveau du dosage aussi. Au niveau du dosage, oui, c'est le dosage qui va poser problème. Parce que là, il y aura une contre-indication pour la femme enceinte parce que ça sera trop fort. Donc, si je comprends bien, sage Dominique, il devait y avoir une complicité entre la femme enceinte et la sage-femme. À moindre doute, à moindre problème, être en contact avec la sage-femme, avoir toujours des informations venant de la sage-femme. Exactement. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit « une sage-femme leur a donné la vie ». Pourquoi la sage-femme donne la vie? Parce que la sage-femme déjà prend le malade comme elle-même. Je suis une femme. Je vais porter une grossesse. Donc la femme enceinte, c'est égal à moi aussi. Mais pour en arriver, c'est vraiment très, bon, pas difficile, mais c'est un peu complexe parce que la sage-femme doit, normalement, c'est recommandé pour la sage-femme d'être souriante, par exemple, d'être accueillante, d'être à l'écoute. D'ailleurs, c'est par là que le feedback sera entre la sage-femme et le malade. Parce que le malade, c'est comme si c'était toi-même. Aujourd'hui, si tu reçois le malade, tu reçois une dame qui arrive en consultation, par exemple, tu la reçois, il n'y a pas trop de complicité, il n'y a pas de feedback. Maintenant, le lendemain, tu reçois une sœur qui est de ta propre famille. Tu vois, il y aura l'ambiance, il y a l'ambiance, il y a les rigolades, il y a les mimes. Mais pourquoi ne pas prendre celle que tu reçois, qui n'est pas ta parente, comme celle qui est votre parente? Exactement. Donc ça veut dire que nous sommes tous
Ah oui, hein, c'est un retour que nous avons de la part des patientes, des femmes enceintes, surtout des premiers pas. Vous avez des retours du genre où les sages-femmes sont méchantes, elles sont violentes, il y a des injures, il y a même des gifles hein, qui s'accompagnent. Sage Dominique. Oui, ça c'est vrai, ce sont des retours, c'est vrai, je ne peux pas nier parce que ce sont des retours des malades. Les malades ont des retours comme ça, quelconques. Mais la sage-femme, c'est un peu dur. C'est un peu dur, mais c'est un peu dur. C'est toujours le volume du travail qui occasionne cela? Non, non. Il y a autre chose. Bon, mais le malade, il a le droit d'être bien reçu. D'ailleurs, vous avez parlé de la première part. La première part, même pas seulement la première part, une femme enceinte, elle ne connaît pas. C'est le personnel soignant, toi qui connais. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est à toi de l'informer, de l'éduquer, de lui conseiller. Mais si tu ne lui dis pas, elle saura comment. Et quand tu ne fais pas ça, en ce moment, tu te mets en difficulté. Tu vas te mettre dans la nervosité. Cette femme est intouchable, elle n'écoute pas, elle est têtue. Mais non, parce que tu as raté le début. Voilà. Le début, c'est à l'arrivée, à la consultation, dès que tu reçois, il faut déjà mettre le malade en confiance. En confiance. Voilà. Vous mettez le malade en confiance, vous recevez, elle sait déjà que je suis dans les bonnes mains. Voilà. C'est ça en fait ce que nous on veut ici au Congo. C'est ce que nous on veut de vraies sages-femmes, des sages-femmes qui peuvent rendre le malade, déjà rien que par l'accueil, le malade est guéri, il se met déjà en confiance. C'est ça ce que nous on recherche. J'aimerais bien qu'on en reste là, mais le temps, c'est aussi ça la télévision. On va prendre 2 petites questions avant de nous séparer. S'agissant de la prévention, que conseillerez-vous aux femmes enceintes? Pour plus de prévention, la prévention du paludisme pour la femme enceinte, d'ailleurs, la base c'est l'éducation, les conseils, c'est l'information. La femme doit se rendre à l'hôpital au cas où elle constate les symptômes que nous avons cités, fièvre, écoulement vulvaire, maux de tête, courbatures, fatigue, palpitations, respiration difficile, pour ne pas dire convulsion, elle doit se rendre à l'hôpital. Ne pas tarder. Elle se rend immédiatement à l'hôpital pour se faire soigner, se faire enregistrer au bilan et puis trouver une solution. Et au niveau de son entourage, voilà. Quelques petites choses à faire. Exactement. Mais l'OMS nous demande le traitement préventif. Le traitement préventif déjà dès la maison. Pour toutes les femmes, elles doivent dormir, c'est recommandé par l'OMS, elles doivent dormir sur une moustiquaire imprégnée d'insecticides pour prévenir, pour éviter le paludisme, la maladie, pour ne pas que ça s'avère. Assainir aussi son milieu. Voilà, assainir le milieu, dormir sur une moustiquaire imprégnée d'insecticides, prendre sa sulfadoxine convenablement selon les recommandations de sa sage-femme. Sage Dominique, merci. Merci. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau de l'émission Urgence Santé pour parler du paludisme et grossesse. Merci, je vous remercie également. Urgence Santé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et merci également à l'hôtel Elaïs 4 étoiles, un hôtel de standing international situé au cœur du centre-ville de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, qui nous a pourvu ce beau cadre pour la réalisation de cette émission. Urgence Santé vous fait gagner en santé. Bonne suite de programme sur Mix Télévision.